Salut à tous! Préparez-vous à embarquer dans un voyage épique à travers le temps et l'espace. Des anciennes civilisations oubliées aux artefacts qui ont façonné notre histoire, nous avons tout ici pour vous. Alors bouclez votre ceinture, détendez-vous et plongez dans les merveilles de notre passé archéologique. Vous êtes fasciné par les choses mystérieuses et les découvertes surprenantes? Alors laissez votre like, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez-nous dans cette aventure. C'est parti! Le château de Corfey. Perché sur la péninsule de l'île de Purbeck dans le Dorset en Angleterre, le château de Corfe est un joyau historique qui a été témoin du flux et du reflux de l'histoire anglaise. Construit par Guillaume le Conquérant au XIe siècle, il se dresse comme l'un des premiers châteaux en Angleterre à être construit partiellement en pierre, témoignant ainsi de son statut élevé. Au fil des siècles, le château a subi d'importantes modifications structurelles, évoluant avec le temps et les besoins de ses habitants. En 1572, Élisabeth Ier vendit le château à Christopher Hatton et il passa plus tard en possession de John Banks en 1635. La résilience du château fut mise à l'épreuve pendant la guerre civile anglaise, lorsque la femme de Banks, Lady Mary Banks, le défendit bravement lors de 2 sièges par les forces parlementaires. Cependant, en 1645, le château tomba aux mains de l'ennemi et fut ébréché sur ordre du Parlement, le laissant en ruine. Aujourd'hui, le château est un bâtiment classé grade 1 et un monument programmé, détenu par le National Trust et ouvert au public. On croit qu'il a inspiré l'île Kirrin d'Enid Blyton et a servi de lieu de tournage continuant à enchanter les visiteurs avec son histoire riche et son charme persistant. Naufrage Capo Corso II. Dans une mission conjointe menée par des archéologues sous-marins italiens et français, une impressionnante collection de verres de haute qualité et d'ornements en verre romain a récemment été récupérée du naufrage Capo Corso II, situé près de la côte de la Corse en France, à une profondeur de 350 mètres. Ce naufrage repéré pour la première fois en 2012 n'est que le second naufrage méditerranéen trouvé avec une cargaison exclusivement composée de verre. La perte de cette cargaison aurait représenté un revers financier significatif pour les commanditaires du voyage. Nous espérons pour leur bien qu'ils avaient souscrit une forme ancienne d'assurance contre la possibilité d'une telle perte. Le navire que l'on croit avoir été construit et naufragé entre la fin du 1er siècle et le début du 2e siècle après Jésus-Christ était un navire marchand romain. La direction de son voyage au moment du naufrage n'a pas encore été déterminée de manière concluante. Nous ne pouvons donc pas dire d'où il venait. Les artefacts en verre, qui incluent des formes brutes et travaillées, offrent un aperçu unique dans le commerce du verre romain et le vaste empire économique de Rome durant les 2 premiers siècles du 1er millénaire. Théâtre de Néron. Le théâtre de Néron, un grand lieu de divertissement privé construit par l'infâme empereur romain Néron durant son règne de 54 à 68 après Jésus-Christ, a finalement été mis au jour. Situé adjacent à la cité du Vatican sous le jardin clos du palais de la Rivera du XVe siècle, le théâtre a été découvert lors de fouilles parrainées par les surintendants de Rome. Ce théâtre, qui a accueilli de nombreuses pièces et performances, y compris celle de Néron lui-même, comportait une scène orientée vers l'ouest et une section d'auditoire semi-circulaire. Les fouilles ont révélé des ruines ou des contours d'escaliers, de murs et d'entrées, ainsi que des morceaux de marbre blanc et coloré, des colonnes et du plâtre recouvert de feuilles d'or, s'alignant avec les descriptions de Pline l'Ancien concernant la conception et la décoration du théâtre. Les briques utilisées pour construire le théâtre, estampillées avec des identifiants de la période julio-claudienne de l'Empire romain de 27 avant Jésus-Christ à 68 après Jésus-Christ, ont fourni la pièce finale de preuve confirmant l'identité du théâtre. Un bâtiment auxiliaire utilisé pour stocker les costumes et les décors a également été découvert, soulignant le désir de Néron d'être considéré comme un grand mécène des arts et un performeur magnifique. Si jamais il a atteint cet objectif, reste un sujet de débat historique. Temple de Kutombari. Le temple de Kutombari du 8e siècle, jadis majestueusement perché sur les hauteurs d'une colline à Dwarihat, dans le district d'Almora en Inde, est aujourd'hui répertorié comme perdu dans les archives du service archéologique de l'Inde. Cependant, il continue de vivre d'une manière inattendue, dans les demeures des habitants locaux. Des parties de l'ancienne structure, retirées au fil du temps, ornent désormais les cours, les vérandas et même les portes des maisons locales. Les ruines du temple documentées aussi récemment qu'en 2000 ont disparu au cours des 20 années suivantes, amenant l'ASI à annoncer officiellement sa disparition en janvier de cette année. Il a été inclus dans une liste de 50 monuments perdus à travers l'Inde.
Pourtant, un haut fonctionnaire de l'ASI a révélé que les villageois avaient réutilisé les composants architecturaux du temple pour leur propre maison. Nous avons trouvé une demi-douzaine de maisons à Dwariyat qui avaient du matériel de temple. Il pourrait y en avoir plus, ont-ils déclaré. L'histoire du temple de Kutombari est un rappel poignant de l'impermanence des structures physiques et de l'héritage durable du patrimoine culturel. C'est aussi un exemple rare et récent de personnes détruisant sciemment un précieux monument ancien. Trésor médical. Dans un revirement passionnant, un texte médical japonais du 8e siècle longtemps perdu, la prescription secrète de Jiang Shangrin, rédigée par le moine bouddhiste Jianzhen, a été retrouvée. Ce texte est un trésor de sagesse médicale ancienne, abritant 766 prescriptions, incluant des recettes pour des soupes, des poudres, des pilules et des onguents. Jianzhen, connu sous le nom de Ganjin au Japon, a été un pionnier dans le domaine de la médecine japonaise, étant le premier à introduire la médecine traditionnelle chinoise dans le pays. Cette pratique évoluerait plus tard en Kanpo, une forme de médecine à base de plantes encore prescrite aux côtés des médicaments occidentaux au Japon aujourd'hui. Le voyage de Jianzhen au Japon fut loin d'être facile. Après 4 tentatives infructueuses, il réussit finalement à se rendre au Japon lors de sa 5e tentative. Bien qu'aveuglé par une infection à son arrivée, il fut chaleureusement accueilli par l'empereur et commença rapidement à partager les connaissances médicales qu'il avait apportées avec lui. Il introduisit une variété d'ingrédients traditionnels qui formèrent la base de 36 médicaments différents. Malgré sa cécité, Jianzhen put identifier ces médicaments par l'odorat, le goût et le toucher, et il enseigna à de nombreux Japonais comment collecter et préparer ces remèdes. La redécouverte du texte de Jianzhen est un événement significatif dans le monde de l'archéologie médicale. Badbury Rings. Badbury Rings, une forteresse sur une colline située dans le Dorset en Angleterre, est un site imprégné d'histoire et de mystère. Le National Trust, qui supervise une 50aine de telles forteresses dans le sud-ouest, suggère que ces structures auraient pu servir à diverses fins, allant des symboles de statues à des établissements défendus. Badbury Rings, avec ses 3 anneaux concentriques de remparts et de fossés, semble certainement avoir eu une fonction défensive. Preuve en est la découverte d'une épée et d'une hache en bronze vieilles de 3000 ans sur le site. L'histoire de la forteresse s'étend jusqu'à la conquête romaine, où la tribu locale des Durotriges a probablement fortifié Badbury contre les attaques romaines. Le futur empereur Vespasien mena la seconde légion Augusta pour conquérir la région, établissant un dépôt de ravitaillement à Amworthy et une forteresse près de Wimborne Minster. Fait intéressant, Badbury Rings possède une couche géologique de galets ovoïdes, parfait pour les munitions de fronde. Cependant, de l'argile fut également utilisée. Les découvertes d'une pointe de javelot et d'une pointe de lance provenant d'une baliste d'artillerie romaine suggèrent qu'il pourrait y avoir eu une bataille ici. Aujourd'hui, la forteresse est un lieu paisible pour le pâturage des moutons et les pique-niques, mais son passé raconte une histoire de conflit et de résistance. Les navires de Salm. Les navires de Salm, découverts en 2008 et 2010 près du village de Salm sur l'île de Saaremaa en Estonie, sont 2 navires à clin d'origine scandinave. Ces navires étaient utilisés pour des sépultures maritimes autour de 700 à 750 après Jésus-Christ, durant l'âge du fer nordique, et contenaient les restes de 41 guerriers, 6 chiens, 2 faucons de chasse et de nombreuses armes et artefacts. Les navires étaient situés près de l'ancien littoral et sont estimés avoir été construits entre 650 et 700 après Jésus-Christ, probablement dans ce qui est aujourd'hui la Suède. Le plus grand des 2 navires mesure plus de 17 mètres de long et 3 mètres de large, et tous 2 montrent des signes de réparation et de rafistolage avant leur dernier voyage. Les restes humains trouvés suggèrent que les hommes provenaient du centre de la Suède. La sépulture contenait également des fragments de plus de 40 épées, boucliers, pointes de lance, des dizaines de pointes de flèches et de plus petits objets comme un peigne en os avec des ornements, un collier en griffes d'ours et des centaines de pièces de jeu en os de baleine et en bois de cerf, ainsi que 6 dés. La découverte de ces navires a conduit à une réévaluation du début de l'âge viking, car cet événement funéraire a eu lieu 50 à 100 ans avant le tristement célèbre raid viking de Lindisfarne en Angleterre en 793. Les trésors en bois de Gordion. Les meubles et artefacts en bois de Gordion constituent une collection remarquable de plus de 100 objets en bois, incluant des tables, un lit, un trône, des supports de service,
des tabourets, des repose-pieds, des assiettes, des cuillères, des boîtes, un parasol et 12 animaux sculptés en bois. Ces artefacts furent excavés par l'Université de Pennsylvanie à Gordion, l'ancienne capitale de la Phrygie, en l'an 1900 et sont aujourd'hui reconnus comme la collection la plus importante de découvertes en bois du Proche-Orient ancien. Les pièces les mieux préservées proviennent de 3 sépultures royales, ayant survécu presque intactes grâce aux conditions stables à l'intérieur des chambres funéraires. Les meubles provenant de la plus grande tombe, le tumulus MM, sont associés au roi Midas, le puissant et quasi-mythique souverain phrygien du 8e siècle avant Jésus-Christ. Le bois a été conservé pendant une période de 30 ans grâce à des méthodes innovantes développées par une équipe internationale de conservateurs. Le bon état de conservation a permis aux scientifiques d'identifier les bois utilisés et d'examiner leur détérioration. Plusieurs des pièces les plus élaborées ont été montées pour être exposées au musée des civilisations anatoliennes à Ankara en Turquie. Mais il y a tant à voir et à étudier que la recherche se poursuit encore, plus d'un siècle après la découverte. Sculpture de lion. Nous retournons en Inde pour notre prochaine découverte. Lors de la fouille pour un projet de corridor du patrimoine à Puri, dans l'état de Odisha en Inde, une ancienne sculpture de lion a été découverte. Cette sculpture pourrait dater de la dynastie Ganga, une période s'étalant du 5e au 15e siècle. La sculpture du lion a été trouvée sur le site de l'Emarmut, près du temple de Jagannath du XIIe siècle. Il s'agit de la 3e sculpture de lion trouvée lors des travaux de fouilles dans la région. Cependant, la sculpture a été partiellement endommagée par le processus de fouille, ce qui est regrettable. Le service archéologique de l'Inde a déclaré que l'on pourrait en savoir plus sur la sculpture seulement après qu'elle ait été testée dans le laboratoire archéologique. Cette découverte a conduit les habitants locaux à exiger une enquête par radar à pénétration de sol avant que les travaux de creusement ne se poursuivent, afin de détecter la présence d'antiquités sous le sol. Il est fascinant de penser à combien d'histoires pourraient exister sous le sol en Inde, mais un peu plus de précaution avant l'exécution d'une fouille archéologique ou d'un projet de construction majeur contribuerait grandement à garantir que l'histoire puisse être découverte intacte. Monastère de Zaraka. Le complexe monastique arménien ancien Zarakar a récemment été découvert près du village de Shikarifa, au sud-est de la ville fortifiée de Kétur, dans la Turquie moderne. Ce monastère taillé dans la roche est composé d'une église avec plusieurs entrées d'au moins 6 chapelles et d'autres bâtiments annexes. Malgré son importance historique, il a été largement ignoré jusqu'au 19e et 20e siècle, période durant lesquelles des spécialistes l'ont visité. On pense que ce monastère est celui mentionné dans les archives médiévales, dont l'emplacement est resté inconnu jusqu'à récemment. Le nom Zarakar, qui signifie pierre d'arbre en arménien, semble dériver de la roche friable dans laquelle le monastère a été taillé et qui ressemble aux anneaux d'un arbre. Le monastère était l'un des complexes monastiques renommés en Arménie médiévale, mais il est tombé dans l'oubli au fil des siècles. La redécouverte de Zarakar a mis en lumière son importance historique et ses caractéristiques architecturales. La partie subsistante du monastère inclut 6 chapelles et une église principale de forme cruciforme avec une pseudo-coupole entourée d'annexes, toutes taillées dans la roche. Le monastère témoigne de la riche histoire et du patrimoine culturel de l'Arménie. Pyramide nubienne. Continuons avec une plongée directe dans le monde fascinant des pyramides nubiennes. Ces merveilles architecturales, nichées dans la région de la vallée du Nil, également connue sous le nom de Nubie et dans l'actuel Soudan, sont l'œuvre des dirigeants des anciens royaumes koushites. Érigées entre 800 avant Jésus-Christ et 100 après Jésus-Christ, ces pyramides ont été fortement influencées par les designs égyptiens, mais avec une touche nubienne unique. Fait intéressant, la première pyramide nubienne a vu le jour à El Kourou, autour de 751 avant Jésus-Christ, un millénaire entier après que les Égyptiens eurent cessé de construire des pyramides. Aujourd'hui, il existe 2 fois plus de pyramides nubiennes encore debout que de pyramides égyptiennes. Ces pyramides qui servirent de tombeaux pour les rois, reines et citoyens aisés de Napata et Méroé sont hautes et étroites, avec une inclinaison abrupte d'environ 70 degrés. À l'intérieur, les tombes étaient ornées de scènes de la vie des défunts. La plus grande pyramide de Méroé, d'une hauteur de 30 mètres, est censée avoir été construite pour la reine nubienne Amani-Shaketo. Malgré les pillages anciens, certaines tombes contenaient encore des artefacts tels que des arcs, des carquois de flèches et d'autres objets, révélant les échanges commerciaux étendus entre Méroé, l'Égypte et le monde hellénistique. Figurine d'Ogu.
Les figurines Dogu ne sont pas rares. Les archéologues en ont découvert des centaines au Japon, principalement dans les régions de Kanto, Chubu et Hokkaido. On pense que ces figurines au look singulier ont été façonnées par le peuple Jomon. Cette culture a mystérieusement disparu de l'histoire il y a environ 3000 ans, et les raisons demeurent insaisissables. Ce mystère nous laisse perplexes quant à l'apparence unique de ces figurines d'argile, avec leurs grands yeux et leurs têtes étrangement formées. Bien qu'elles semblent humanoïdes, elles ne sont pas tout à fait humaines. Que symbolisent-elles ? Quel rôle ces figures d'argile jouaient-elles ? Il est intriguant que nombre d'entre elles semblent avoir été volontairement brisées avant l'inhumation. Il est plausible que les brisées faisaient partie d'une pratique cérémonielle ou rituelle, mais les spécificités de ces cérémonies et leurs objectifs demeurent inconnus. Ajoutant à l'énigme, la plupart des figurines Dogu sont découvertes enterrées dans un motif circulaire, manifestement un acte intentionnel. Si nous avions une compréhension plus approfondie de la culture Jomon, nous pourrions également saisir la signification des figurines Dogu. Malheureusement, notre connaissance sur les deux reste limitée. C'est tout pour aujourd'hui. Quel est le moment qui vous a le plus surpris dans cette vidéo? Laissez un commentaire et partagez notre vidéo. À bientôt.